C'est bon, on est connecté. Salut à tous, Bonjour. bienvenue. Bienvenue dans le super appartement Convertéo. On va avoir aujourd'hui une discussion avec Nadenka. Bienvenue Nadenka. Merci. Bonjour à tous. Peut-être avant de démarrer le webinaire, on peut prendre 5 minutes pour se présenter. Je te laisse la main et puis on prendra la suite. Très bien. Donc bonjour à tous, Mladenka Nedeljković. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Merci David pour l'invitation. Je tiens juste à dire que c'est ma première fois, donc je compte sur votre indulgence et j'espère sincèrement que chacun passera un bon moment. J'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants, donc je commence par le côté perso. Je suis aujourd'hui Head of Product au sein de la Global D2C, au sein de L'Oréal, donc au sein de l'équipe e-commerce global. C'est assez important puisque aujourd'hui, être au niveau global, surtout au sein de L'Oréal, ne correspond pas forcément à la même chose que opérer dans un pays ou au sein d'une marque. Et j'évolue dans le milieu de l'e-commerce, du digital, du développement produit depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai surtout fait ma carrière chez Smartbox donc pendant 10 ans, puis après je me suis reconvertie en management de projet orienté produit et j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe actuelle il y a 4 ans pour occuper le poste de Product Owner, Global Product Manager et Head of Product. Voilà. Super, merci. De mon côté, je suis partenaire chez Convertéo en charge de l'expertise autour du product management. J'ai plusieurs années derrière moi de pratique du produit, plutôt dans des entreprises qui sont pas des startups, pas des entreprises très tech, hein, TUI France, BNB Hotel. Donc, comment développer le product management au service d'organisations très centrées sur le business, dont le produit principal est plutôt quelque chose, un produit physique, un service. Et donc, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi discuter aujourd'hui. Peut-être pour commencer à la discussion, je vais exposer très rapidement le cadre en fait de ce dont on va discuter. On a défini chez Convertéo ce qu'on appelle le GAP. C'est un modèle qui permet de structurer l'analyse de maturité des équipes produits quand on est sur des équipes produits qui naviguent dans l'environnement d'entreprise, plutôt des grands groupes, donc comme L'Oréal. On a 4 piliers. On a la gouvernance, comment on anime son écosystème de parties prenantes, l'adaptabilité des équipes, qui est là pour dire, OK, on est dans un environnement qui est très changeant et autour de l'équipe produit, on a plein de choses qui se passent et voilà, c'est des coups de barre à droite, des coups de barre à gauche, et comment on résiste à ça. La productivité, puisque dans des environnements très centrés sur la recherche d'un ROI, sur la rentabilité, et ben du coup, c'est quelque chose qui est regardé encore plus. Donc, on va discuter de tout ça. Et puis, le dernier point, c'est la data au service de la collecte des preuves et donc comment on arrive à mettre de l'objectivité dans nos choix produits tous les jours avec l'équipe. Donc, on va l'idée, ça va être de discuter tous les deux, d'avoir un peu aussi notre regard, de confronter un peu nos regards sur ces aspects-là et puis de partager aussi un Rex nos expériences sur chacun de ces sujets. On va commencer par la gouvernance, Très bien. qui est un vaste sujet. Dans les organisations comme L'Oréal, on a beaucoup de parties prenantes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, je vais dire quelque chose, se considèrent comme on est tous des product managers. Et donc, tout le monde veut prioriser, considérer que cette fonctionnalité est la fonctionnalité la plus importante. Ma première question, elle est comment tu gères ça aujourd'hui chez L'Oréal? Comment tu arrives à prioriser ta roadmap? Est-ce que tu as la main dessus? Comment tu collabores avec les métiers aussi pour faire ça? Donc voilà, première question assez ouverte pour initier la discussion. Ok, alors déjà avant tout, je tiens à partager le fait que tout ce que je dirais aujourd'hui, c'est vraiment moi. Je vais me baser sur mon expérience, sur l'environnement dans lequel j'évolue, sur la configuration de l'écosystème. Et je tiens aussi à dire que aujourd'hui, on intervient en suivant une méthodologie agile, mais c'est avant tout aussi une méthodologie ou en tout cas une agilité que nous avons configurée pour répondre finalement à nos problématiques et notamment en fait dans un environnement comme celui de L'Oréal. Et je tiens également à préciser que ce que je vais dire et ce qui vaut pour notre équipe ne vaut pas forcément pour une autre équipe au sein du groupe. Voilà.
Donc, en termes de gouvernance, et comme tu l'as dit très bien il y a quelques instants, on a énormément de stakeholders, de parties prenantes, de gens qui veulent intervenir. Donc, au sein de L'Oréal, la configuration est telle quelle que nous avons donc la Global Team. Et autour de la Global Team, nous avons les marchés avec les zones, on a les marques avec les divisions, et puis on a aussi beaucoup de teams corporate. Pour ne pas se disperser et pour justement recentrer en fait la récupération des informations, mais en même temps faire preuve de collaboration avec les parties prenantes et en tout cas les principales parties prenantes, nous avons pris le parti de co-créer la feuille de route, donc la roadmap. Okay. Ce qui veut dire qu'on met à contribution nos principaux acteurs de l'e-commerce. Alors, quand je dis principaux, je veux citer les principaux pays, les principales marques, bien évidemment entourées, accompagnées des zones et des divisions. Et principales ou principaux signifie ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Parce que finalement, ce sont aussi les acteurs, les principaux acteurs, ceux qui ont aussi cette aura ou peut-être aussi cette dimension, cet ego qui fait qu'ils se considèrent bien évidemment comme le cœur de L'Oréal et c'est tout à leur honneur. Mais effectivement, nous ne pouvions pas juste nous baser sur un acteur ou un autre et il nous fallait également couvrir le monde entier pour avoir à la fois en fait un feedback du marché américain, mais également prendre en fait les spécificités que nous pouvons avoir au quotidien de la part en fait de la zone APAC, donc North-Asia et SAPMENA, que finalement on connaît très peu au niveau global parce que c'est une culture assez particulière, mais qu'il ne faut pas négliger. Et nous avons également le marché européen. Et pardonne-moi, c'est plus facile avec des marchés qui sont importants et qui pèsent finalement beaucoup dans le poids de l'activité, ou avec des marchés qui sont plus petits, qui vont peut-être avoir des exigences un peu différentes. Disons qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de simplicité ou de difficulté. Je dirais juste qu'en fait, d'un côté, ça arrange tout le monde. Ça arrange la globale parce qu'en fait, elle a ses stakeholders et ses contributeurs et ses parties prenantes. Ça arrange les partenaires, les gros, en fait, les mastodontes parce qu'en fait, ils sont représentés, donc ils ont leur voix. Et puis ça arrange aussi les plus petites marques ou les plus petits marchés parce qu'en fait, encore une fois, et tout à l'heure tu l'as cité, on parle toujours de budget, on parle toujours de comment être plus rentable. Donc en fait, les petits marchés finalement suivent les grands. Okay. Je veux juste te dire qu'en fait, la roadmap est co-construite avec les principaux acteurs. Je ne veux pas dire que les plus petites marques ou les plus petits marchés ne sont pas écoutés. On a donc la gouvernance avec la définition, la co-construction de la roadmap avec nos principaux acteurs. C'est un parti pris. Je ne dis pas que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. On n'est pas en test, mais on est en essai, donc on verra en 2024 quel est le résultat qui en sort. Mais c'est un parti pris parce que à la globale, il nous est difficile aujourd'hui, et encore une fois, c'est une question de rentabilité, mais on ne peut pas dépenser de l'argent, on ne peut pas investir de l'humain et du temps si derrière, en fait, on n'est pas certain que nos principaux marchés vont adopter nos features. C'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu et surtout, c'est de l'insatisfaction. Donc, on a pris le parti de les intégrer, de les servir, entre guillemets. Et c'est pour ça aussi que nous, à la globale, on intervient, donc on a des profils business, on a des profils IT, et on intervient main dans la main pour les accompagner, donc pour les challenger, pour définir avec eux leur vision, et d'un point de vue technique aussi pour partager nos convictions, notre position, notre expertise en leur disant attention, potentiellement ce que vous nous demandez là, je ne sais pas, ça va impacter la performance, ça va impacter l'accessibilité ou ça va être juste un cauchemar en termes de configuration, donc personne ne va adopter les features. Voilà. Quand je parle aussi de feuille de route, je tiens aussi à dire que ce n'est pas une feuille de route figée. L'objectif, c'est effectivement, on a une projection annuelle, mais notre objectif, c'est également de la revoir régulièrement, de nous repositionner, de nous rechallenger et de confirmer est-ce qu'on est toujours aligné. Mais le fait de les faire intervenir, le fait de faire en sorte que ces gens sont impliqués, écoutés, même si à la fin, on finit par rejeter une demande, au moins ils auront contribué, ils auront participé. Et c'est vrai que quand vous mettez quelqu'un devant le fait accompli en lui disant, en fait, les règles du jeu de base étaient que tu me fournisses telle information. Si de base, en fait, nous n'avons pas ces informations, c'est toujours plus facile de dire non que d'accepter. Et du coup, tu as des
des choses qui sont structurées, c'est-à-dire des instances qui sont définies pour discuter avec les différents marchés. Oui, alors donc il y a eu la roadmap que nous avons commencé à construire, en tout cas à identifier les gros sujets. On a commencé à le faire en septembre, donc cette année potentiellement on s'y prendra un peu plus tôt parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'il nous fallait peut-être un peu plus de temps pour travailler avec certains d'entre eux. Donc on avait des instances bien définies, avec des discussions aussi avec chaque stakeholders pour comprendre, pour challenger, pour se positionner. Donc ensuite on a partagé tout ceci en comité de roadmap, enfin si je peux me permettre, enfin c'est pas un comité de roadmap mais pas pour le comité de roadmap. Voilà. Et du coup le but c'est justement chaque quarterly d'avoir une revue de cette roadmap. En addition de cette roadmap, parce qu'en fait, la roadmap, c'est je représente la vision stratégique avec les gros sujets, mais au quotidien, on reçoit aussi pas mal de business requirements, pas mal de requests, et tout ceci, en fait, est centralisé dans un seul outil. On procède à un assessment et on a eu la chance au sein de notre équipe d'avoir notre ancien directeur de programme qui a développé un outil de priorisation. Okay. Qui finalement, je pense, je le soupçonne de s'être inspiré de beaucoup d'autres outils, de beaucoup d'autres. C'est un outil maison, enfin c'est un outil maison, voilà, qui porte, qui contient finalement les critères qui nous intéressent nous, et qui nous permet finalement, en fait, quand on fait un assessment, de identifier quel est le bénéfice de la demande, quel est le niveau d'effort, parce qu'effectivement, si le niveau d'effort est beaucoup plus important que le bénéfice, la question se pose, est-ce qu'on doit vraiment travailler dessus, ou en tout cas, quel est le niveau de sa priorité. Et puis, en fait, ça nous permet aussi d'identifier. Alors, pour effort, je tiens aussi à préciser le fait que quand on parle d'effort, on ne parle pas juste d'effort de développement. On parle vraiment, on prend en compte l'intégralité des acteurs du product. Ça, c'est un vrai point. Pardon, je te coupe là-dessus. Ça, c'est un vrai point intéressant parce que souvent, effectivement, quand on est sur la priorisation de fonctionnalités et même dans une relation avec le business, en fait, on va se dire, on va appliquer un RICE et en fait, on va avoir une mesure de l'impact qui va être très axé sur le business et une mesure de l'effort qui va être très axé sur les complexités tech. Et en fait, c'est vrai que dans la complexité, notamment quand on est dans un écosystème où on travaille avec des marchés, on a des gens qui doivent être porteurs du rollout de ce qu'on va développer, la complexité est aussi là. Et c'est aussi de se dire, est-ce que ce que j'ai développé, je vais être capable de rapidement le mettre en marché ou pas. Et donc, c'est un vrai point intéressant. Je pense que c'est un vrai insight qui a de la valeur, ça. Et effectivement, parce que tout à l'heure, je disais, on définit la roadmap avec nos principaux acteurs, mais il faut savoir aussi que la décision est prise par rapport au buy-in que nous avons de la part des zones et des marchés. C'est-à-dire que si nous n'avons aucune zone qui adhère, si nous n'avons aucun marché qui est intéressé, nous ne le ferons pas. Voilà, c'est très clair parce qu'on ne va pas passer notre temps. En fait, c'est aussi notre expertise, notre temps, le budget. Donc, on doit rationaliser, on doit rentabiliser et on doit surtout, en fait, servir le besoin des marchés. C'est clair. Donc, ce que je reviens à l'outil et donc à ce niveau de priorisation. Donc, j'ai parlé justement du bénéfice des efforts. Il y a aussi l'impact, en fait. On identifie l'impact. Quel est l'impact on peut avoir sur une autre équipe? Parce que souvent, en fait, il y a des features pour lesquelles, en fait, on nous demande d'intégrer un third partner. Donc, OK, est-ce qu'on est vraiment, en fait, en confiance? Est-ce qu'on peut l'intégrer? Parfois, c'est des questions de sécurité, parfois de CRM, parfois de data, de légal. Donc, voilà, on prend en compte cet impact. Et le dernier critère, c'est le niveau de confiance. Plus la demande est complète, plus elle est illustrée et argumentée avec des vrais use cases, avec une vraie projection, et plus on aura de chance en fait de prioriser la demande. Et du coup, tous ces critères font qu'à la fin, on retrouve on obtient un résultat, donc un score qui nous permet finalement de faire une priorisation de demandes. Et ce score s'accompagne aussi, alors c'est très macro, mais en tout cas d'une estimation de l'effort avec un t-shirt sizing qui, moi, me permet finalement d'arriver avec une priorisation de notre backlog, me positionner, de me projeter, connaissant aussi la bande passante que j'ai avec la team de Product Team, et en fait d'être plutôt sereine par rapport à qu'est-ce que j'ai dans mon backlog, qu'est-ce que ça représente et où est-ce qu'on va. Par contre, je tiens aussi à préciser que malgré cet outil, il y a aussi l'humain, il y a aussi l'expertise, il y a aussi les discussions, les communications, et étant au cœur de la product team, il y a aussi en fait un acteur qui est multitask et multi alors réseau, enfin c'est pas réseau dans le sens négatif, mais
on doit être au courant de tout ce qui se passe et tout doit passer par nous. Et ce n'est pas juste une question de je veux être mise en avant ou je veux en fait me faire voir ou j'ai besoin de cette aura et de cette importance. C'est surtout parce que en fait, en connaissant vraiment tout ce qui se passe, on est légitime pour dire hop, attention, on a déjà prévu ça. Si vous ajoutez ceci, on risque d'avoir quelque part un couac, un problème de bande passante, de connaissances, d'expertise. Donc c'est surtout ça. C'est surtout alerter les gens sur on va pas trop vite parce que là on va peut-être avoir un souci. Je vois qu'il y a une question je rebondis sur ce que tu es en train de dire qui évoque aussi un peu ça. Comment tu gères la temporalité, la mise à jour de ta roadmap, du coup sur ces interactions par rapport à tes contraintes à toi, par rapport aux contraintes métiers, c'est une mise à jour qui se fait à quelle fréquence? Alors moi j'ai une vue de mon backlog, alors je vais pas dire quotidienne, mais au moins hebdomadaire. D'accord. Hebdomadaire parce que souvent, donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur le product ownership, mais c'est vrai que j'ai besoin d'être proche de ces requests, j'ai besoin de voir en fait quelles sont les demandes en attente, quelles sont les relances en cours, et du coup une fois par semaine, je réadapte les choses. Donc tu peux potentiellement faire bouger chaque semaine en fonction d'impératifs métiers qui arrivent là-dedans. Après, il faut savoir qu'en fait, nous, on fonctionne par sprint, des sprints de 4 semaines. Donc, à un certain moment, mon sprint est figé. Ce qui est relativement long. Et il faut savoir que chaque semaine, on a aussi des releases qu'on appelle des minor releases. Donc, chaque semaine, on est capable, en fait, de délivrer des petits improvements. Mais c'est vrai que les gros changes se font une fois toutes les 4 semaines. Alors ça, je pense que ce point-là on va en parler quand on va reparler de la productivité. Je pense que c'est hyper intéressant. On a tous cette problématique de dire en fait comment on traite l'amélioration continue et finalement les petits changes qui sont importants pour être en support du business versus les grands projets. C'est toujours une pondération qui est difficile. On verra là-dessus sur la productivité. Par rapport à ce que tu dis, je vais juste partager moi aussi un Rex et puis te laisser réagir là-dessus. Chez BNB Hotel, moi, j'ai participé à un grand projet qui a permis de cadrer un peu les principes de gouvernance. Et donc, c'est quelque chose qui a mis du temps, qui a abouti à beaucoup de règles, des RACI, des instances, qui porte quelles décisions, quel comité d'experts, de spécialistes, etc. est là pour apporter un regard extérieur, vraiment prendre une décision sur l'arbitrage d'une fonctionnalité. Et en pratique, c'est très bien, mais ça s'applique pas forcément de manière idéale parce que derrière, en fait, chaque équipe est particulière. Chaque équipe a ses impératifs, sa relation avec des parties prenantes qui sont différentes. Une équipe qui bosse effectivement sur des enjeux e-commerce va plutôt travailler avec des équipes marketing. Et une équipe qui est sur une logique de CRM, sur du Salesforce, par exemple, va avoir des interlocuteurs qui sont différents. Et donc en fait, je me suis retrouvé derrière avec des équipes qui appliquaient ça de manière très différente. Et donc, un truc qui était très cadré, très normé à l'échelle de l'ensemble de l'organisation produit s'est retrouvé complètement adapté et découpé en morceaux et appliqué de manière totalement différente. Et du coup, le learning que j'en ai ressorti, c'est que oui, il faut cadrer, oui, il faut définir des principes, et en même temps, le plus important, c'est ce que tu as dit il y a 5 minutes, c'est l'humain. Et en fait, c'est comment les gens derrière vont s'approprier ça, et comment les gens vont être capables de prendre la bonne dimension pour eux-mêmes aller construire un peu leurs propres principes et leurs propres règles de gouvernance avec leurs interlocuteurs et la complexité qui est propre à chacun. Alors, je partage tout à fait. Enfin, j'allais dire que l'une des clés du succès, ou en tout cas de la réussite ou de l'adhésion des uns et des autres, c'est le relationnel que vous mettez en place avec vos équipes. Moi, je suis très dans le process et dans les règles, effectivement. Mais on parle d'agilité. En fait, l'agilité n'est pas juste une méthodologie, c'est un savoir-être. C'est comment je m'adapte à mes interlocuteurs. C'est comment, en fait, même moi, j'arrive à cartographier ma roadmap. Quelle est la connaissance que j'ai de mon backlog. En fait, notre cerveau, il est constamment en réflexion. Et puis, on peut se réveiller aussi parfois en pleine nuit ou le matin en prenant sa douche, en se brossant les dents, en se disant « Ah mince, j'ai oublié le chose ». Mais en fait, ce n'est pas grave parce que derrière, si vous avez une équipe qui vous suit, en fait, il y a pas de problème, la solution est là. Et moi, je me suis retrouvée souvent en difficulté parce que
et c'était pas voulu, intentionnel, mais voilà, on est humain, donc en fait, on peut oublier, on peut passer d'une urgence à une autre. Et je me suis retrouvée dans voilà, on avait livré une feature, potentiellement on avait oublié une partie où le besoin n'avait pas été forcément explicite. Je me suis retrouvée dans une boucle de mail en escalation, et je ne sais pas, je n'arrive. En fait, j'avais beau expliquer, je n'arrivais pas à me sortir de la situation. En prenant sur moi, en fait. Enfin, il n'y a pas de souci, j'ai oublié, il n'y a pas mort d'homme, on y va. Ça crée de l'émotion. Et l'un des devs qui m'accompagne depuis 4 ans était dans la boucle. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé tagué. Et de lui-même, il m'a envoyé un message en me disant ne t'inquiète pas, ce qu'il nous demande, on va le faire. Donc, on le prend sur nous, on le prend pour nous, on va le faire, on le livre. Et j'ai trouvé en fait cette approche, comment dire, cette prise de position très parlante. Et là, je me suis dit, effectivement, tu n'es pas toute seule, et effectivement, il faut que tu mises tout sur les gens qui t'accompagnent. Et je reste persuadée qu'aujourd'hui, malgré l'écosystème, la complexité, les différentes cultures, les zones, l'approche que vous avez vis-à-vis de votre équipe, la croyance que vous avez en eux, mais également en fait votre implication personnelle, peuvent changer énormément la façon dont se développe votre produit. Et ça, c'est, je pense, un point vraiment intéressant qui est aussi important s'il y a des managers produits qui nous regardent, mais dire, en fait, la gouvernance et l'animation de son écosystème de parties prenantes, c'est pas que un sujet pour le product manager ou pour le lead PM ou pour le head of product, c'est le sujet de toute l'équipe. Et ça doit être vu comme ça pour que ça fonctionne bien. Parce que sinon, c'est une pression qui est tellement forte sur quelques personnes qui sont supposées porter le leadership du truc que ça devient compliqué. Donc, ouais, ton exemple est intéressant. Ça nous fait une bonne transition sur l'adaptabilité, parce que je pense que c'est un sujet qui va rejoindre ce qu'on est en train de se dire là. L'adaptabilité, on parle pas d'agilité, on parle vraiment d'écosystèmes un peu complexes dans lesquels il y a finalement des changements de cap. Un changement de cap, ça peut être, il y a un nouveau patron qui arrive et qui décide que le plan stratégique de la boîte, c'est plus d'aller sur ce segment de marché, mais d'aller là. Et du coup, tout le monde doit suivre. Ça peut être un grand projet autour d'enjeux marketing sur de la fidélité, par exemple, qui dit, voilà, dans les 6 prochains mois, l'objectif, c'est de sortir ça, et donc vous arrêtez tout ce que vous faites. Votre seul objectif, maintenant, c'est d'atteindre ce projet-là. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas évident. Et nous, en tout cas, on mesure la maturité d'une équipe produit à gérer ça correctement, dans sa capacité à s'adapter à ça, à traiter le sujet qui est devenu la nouvelle priorité, et en même temps à préserver le reste, parce qu'il y a cette nouvelle priorité, mais il y a aussi tout le reste à continuer à traiter. Est-ce que c'est des choses que tu vis chez L'Oréal? Et quand tu as ça, comment tu le traites, comment tu vis autour de cette dimension? Alors oui, on le vit, parce que si je disais qu'on ne le vivait pas, je mentirais. Effectivement, dans un grand groupe comme L'Oréal, déjà, il y a des changements de structuration d'organisation. Après, à partir du moment où vous rejoignez un groupe de l'envergure de L'Oréal, vous acceptez aussi, c'est quelque chose qui vous paraît normal. Je tiens à dire qu'en fait, souvent, je suis la première en fait à manifester mon mécontentement ou ma joie, peu importe. En tout cas, j'ai des convictions, j'ai une position, et j'ai pas de souci à le partager. On peut pas être en accord avec tout le monde, mais je peux toujours respecter. Et bien évidemment, je respecte. C'est-à-dire que je suis là et je suis. Les règles sont les règles et on y va. Et je ferai toujours preuve d'investissement et d'implication. Côté produit, donc l'équipe que moi j'encadre, j'essaye de les protéger autant que possible. Mais en même temps, je peux pas forcément en fait les protéger comme je voudrais, ou leur dire en fait on s'en fiche de qu'est-ce qui a été décidé, nous on va le faire nous tous. Déjà, j'ai pas la position, j'ai pas le poids, et c'est pas mon rôle. D'un côté, je suis là aussi pour servir L'Oréal et pour servir mes managers, et pour construire et pour les accompagner dans la vision stratégique. Et je suis partie prenante à 100%. Par contre, c'est vrai que je pars du principe que tout le monde doit avoir le même niveau d'information. Je ne vais pas dire le même niveau d'information, parce qu'on travaille beaucoup avec des externes, donc les externes ne peuvent pas toujours avoir le même niveau d'information. Mais en tout cas, je pars du principe, du postulat qu'il faut les onboarder, il faut leur communiquer les choses très vite, dès que les éléments sont initiés,
pour éviter justement de générer de la frustration, de générer de la méfiance, de se dire en fait elle m'a caché ça, je sais pas, pour telle et telle raison. Et souvent quand on cache, quand on dissimule, c'est autrui va se faire des films, va s'imaginer tout et n'importe quoi, alors que potentiellement c'est pas du tout le cas. Et surtout, en fait, je fais preuve de transparence et d'accompagnement. C'est-à-dire que je leur explique ce qu'il en est. Je leur fais aussi comprendre que on n'est pas décisionnaire. Je ne suis pas décisionnaire, donc je suis finalement les directives. Et surtout, j'essaye en fait de leur faire comprendre qu'on est ensemble. On est ensemble. Donc, je suis là, ils sont là. Et peu importe, ça fait 4 ans pour la plupart d'entre eux. J'évolue depuis 4 ans avec la plupart d'entre eux. On se connaît, on se fait confiance. Je pense qu'ils me font confiance. Et c'est surtout ça, en fait. On est ensemble. Je vous mets dans la boucle très tôt. Je vous partage ce que je peux vous partager. Je vous intègre aussi souvent à la réflexion parce que c'est ça aussi que les gens demandent, c'est d'être intégrés. Et les externes l'entendent très bien que certaines informations internes ne peuvent pas être communiquées. Par contre, le fait encore une fois, de les considérer dans leur rôle, dans leur expertise, de se dire qu'on est vraiment une équipe, de pouvoir compter les uns sur les autres et d'avoir, mine de rien, créé une sorte de dépendance entre nous, fait que ils vont pas être contents. Ils peuvent être frustrés, mais ils vont y aller. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où on en parle, ça marche mieux. C'est probablement cette transparence qui fait que tu as des réactions comme celles que tu as décrites avant, du développeur qui vient te sauver d'une boucle de mail infernale. Est-ce que tu as parfois dans des changements d'environnement un peu brutaux comme ça, des réactions qui parfois sont un peu difficiles. Moi, j'ai aussi en tête des expériences où parfois expliquer qu'une direction a changé et que c'est la direction à prendre et que c'est comme ça parce que c'est finalement la décision de l'entreprise et que le rôle, c'est aussi d'appliquer les choix de l'entreprise pour que ça fonctionne. On peut parfois se retrouver, c'est, je pense, d'autant plus vrai dans le monde du product management, de l'agilité, etc., face à des gens qui disent non, en fait, je comprends pas, j'ai pas envie et je veux pousser plus loin le raisonnement pour me faire ma propre conviction et y aller. On n'a pas forcément toujours le temps de ça. Est-ce que tu as ce genre de cas et comment tu gères ça? Alors oui, moi j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu quelques-uns au début de ma prise de poste. Donc je le dis en toute transparence, je pense que pendant 6 mois, j'ai été en bizutage de la part de l'équipe de dev. Alors c'était pas des méchants, c'était pas un bizutage méchant, exagéré, mais bon, je sentais que voilà, j'étais en test quotidien, jusqu'à ce que finalement, en fait, ils me testent jusqu'au bout et je fasse preuve aussi de ténacité parce que, je m'accrochais, mais je donnais tout de moi pour les accompagner. Et à partir du moment, et effectivement, pendant les 6 premiers mois ou un peu plus, peut-être pendant la première année, parce que j'avais pas encore suffisamment de recul et parce que je les connaissais pas forcément, parce qu'en fait, quand on arrive dans une équipe, au-delà de OK, je mets en place des process, OK, je suis une timeline, OK, tout est cadré, il y a les tempéraments des uns et des autres et comment je fais pour fonctionner avec chacun d'entre eux. Donc il y a aussi une période d'observation qui est nécessaire, de remise en question de soi-même et de positionnement. Et donc, oui, effectivement, j'ai eu des gens qui sont arrivés, des personnes qui ont manifesté leur incompréhension. Pas le manque d'envie, parce que honnêtement, le manque d'envie, pour moi, j'aurais dit, avec diplomatie, j'aurais dit, si tu n'adhères pas, désolé, mais en fait, ta place n'est pas parmi nous. Ouais, voilà, il y a une envie et on a tous cette envie et aujourd'hui, on avance tous ensemble. Par contre, effectivement, la frustration, l'incompréhension, je peux le comprendre. Et je prends le temps et je peux prendre le temps d'expliquer, de réexpliquer parce que c'est vrai que quand il y a un changement de cap, j'arrive armée, en tout cas avec plein d'arguments, même si finalement le discours que je peux leur tenir n'est pas forcément celui en fait auquel j'adhère, mais je suis obligée de montrer le meilleur de moi-même et de dire en fait les gars, on y va, on se pose pas trop de questions, on y va. Et je prends le temps, je fais preuve de patience, mais à un moment donné, je dis stop, j'ai pas le temps, on a d'autres choses à faire, on y va et ça s'arrête là. Ouais, et ça, c'était au début, parce que après cela, je me suis dit que à partir du moment où je présente le backlog, à partir du moment où on discute d'un sprint planning, à partir du moment où
on s'accorde sur un scope. Si je sais qu'on a des sujets en cours qui vont pop-up dans pas très longtemps ou qui sont susceptibles d'arriver sous peu, je leur dis, je leur présente le sujet, ou je leur ai déjà présenté en amont parce que je fais aussi des sessions toutes les 2 semaines qui ne parlent pas forcément du sprint, mais qui parlent de manière, enfin, de choses en cours, de ce qui se passe aujourd'hui chez L'Oréal, quels sont les potentiels projets, positionnements, enfin, je leur donne un peu je les projette. Voilà, ce qui est d'autant plus important dans un environnement qui reste complexe. Oui. De leur permettre de comprendre ça. Oui, et ils aiment en fait. Et c'est comme ça aussi qu'un dev est passé d'un pur dev je code à un dev je code, mais je comprends le besoin business. Et du coup, à partir de ce que je voulais enfin, je suis désolée parce que je suis passée d'un sujet à l'autre, mais du coup, à partir du moment où j'ai eu ce genre de rébellion, maintenant j'arrive, si je sais que des sujets sont en cours ou peuvent en fait pop-up, je leur explique bien que le sujet peut arriver du jour au lendemain, que c'est une priorité pour un tel ou un tel, que si jamais effectivement ça arrive jusqu'à telle date, on va devoir le prendre. Mais devoir le prendre signifie faire sortir quelque chose. Ouais, tout à fait. Et là, je me positionne en manager ou en personne, en allié, en prenant parti, enfin, en sachant exactement qu'avec une capacité d'équipe définie, on ne peut pas constamment ajouter sans forcément déprioriser des choses. Et c'est vrai que j'ai tout de suite en tête potentiellement les éléments qu'on pourra déprioriser, ou alors même je leur demande leur avis, parce qu'en fait, encore une fois, le fait de recueillir leurs positions, leurs idées, leurs recommandations, voilà, ça rééquilibre en fait le rapport et ça les fait d'autant plus accepter ce changement. Et du coup, ça positionne. Je suis aligné avec ce que tu racontes. Je pense que à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure sur la gouvernance, en disant c'est vraiment un sujet global de l'équipe. Il ne faut pas que ça soit porté exclusivement par le leader produit. Là, je pense que l'adaptabilité, elle est d'abord catalysée par le leader produit qui doit en fait mettre son équipe en position de réussir. Moi, il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant, c'est de se dire que dans une équipe, tu prends 20 personnes, dans lesquelles tu as des PM, des PO, des développeurs, etc. En fait, pour que ça fonctionne, il faut que les gens aient le bon niveau de maturité, de compétences. Il peut y avoir des juniors, mais tout le monde ne doit pas être trop junior, parce que sinon, forcément, on cumule un peu les complexités de juniorité sur le métier du produit et aussi de juniorité de fonctionnement dans des environnements un peu compliqués. Donc, il faut que tout le monde ait cette dynamique-là. Et en même temps, on ne peut pas attendre que les 20 personnes soient au même niveau. Donc, en fait, ça passe par l'identification de 2, 3, 4 personnes qui sont un peu des piliers et qui permettent aussi aux gens qui sont peut-être plus juniors de venir se raccrocher à eux et d'être aussi vecteur du manager auprès de ces gens-là. Je trouve que ça marche plutôt bien, ça. Voilà, ça permet d'équilibrer aussi pour l'équipe, quoi. Alors, je suis complètement en phase. Je suis complètement en phase moi, je m'estime un pilier de cette équipe, mais demain, potentiellement, ce sera quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'on ne peut pas attendre la même chose des 20 personnes. Par contre, on peut placer chaque personne à un certain niveau. On peut définir les rôles et responsabilités des uns et des autres. Et on peut montrer à cette personne qu'on a confiance en elle, qu'on croit en elle, qu'on la suit. Alors, c'est pas le monde des bisounours, parce que je suis la première à ne pas être forcément tous les jours très joviale. Enfin, joviale. Je suis joviale tous les jours, hein. Mais je tiens à dire que il faut reconnaître en fait l'expertise de chacun, mais il ne faut pas ne pas manifester son mécontentement ou ne pas dire à un tel ou un tel, écoute, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui t'échappe. Va falloir te ressaisir. Ouais, mais par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps. En fait, il faut vraiment agir. Et moi, j'agis vraiment au quotidien. Et je pense que les gens qui m'accompagnent, ça va exactement quand. Finalement, ils s'adaptent aussi à ma personnalité et je m'adapte à la leur. On ne peut pas attendre tout enfin, la même chose de tout le monde. On a des leaders qui doivent aussi croire dans le pilier, enfin, doivent faire confiance, doivent croire en la product manager ou head of product, peu importe, mais il y a une confiance, il y a vraiment une confiance, il y a vraiment une dépendance qu'on doit créer les uns avec les autres. Mais ce sont encore une fois des règles du jeu.
j'adhère ou j'adhère pas, j'aime bien ou j'aime pas. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse se challenger les uns les autres et apprendre des uns des autres. Et moi, la première, je ne me prétends pas avec avoir la science infuse. Et je pense que c'est ce que les devs, en fait, ont décelé, finalement, parce que je suis arrivée, gros programme, e-commerce, période de confinement, enfin, j'étais vraiment pas forcément dans une période idéale quand j'ai pris le poste. Mais j'avais pas le choix, en fait. Fallait que je leur fasse confiance. Et je les ai accompagnés, ils m'ont accompagnée. Et je me suis dit juste comment je fais pour qu'en fait, cette personne qui a cette expertise puisse se focaliser sur cette expertise. Parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'aide et je vais faire tout mon possible pour que, en fait, il se sente bien. Parce qu'il faut pas qu'il me lâche, en fait. Parce que sans lui, finalement, je suis rien. Et potentiellement, sans moi, il est rien, mais j'ai besoin d'eux. Je fais le lien avec encourager la prise de risque. En fait, pour s'adapter à ces changements, en fait, je pense que le meilleur allié, c'est la prise de risque. Les équipes sont capables de prendre le challenge et de se rassurer sur le fait que le challenge, forcément, il faut prendre des risques. Peut-être on va se planter, mais on va réagir, etc. Et ça passe effectivement par le bon comportement du manager. Un manager qui à l'inverse, dirait il y a ça à faire, faites-le et faites-le bien, parce que si vous le faites pas bien, demain, vous êtes dehors, ça marche pas. Les équipes ont peur et du coup, ça fait pas. Donc effectivement, quand dans une posture de je protège l'équipe, en tout cas, je renforce la capacité de l'équipe à prendre ce risque, à prendre le challenge et à aller dans cette bonne direction, effectivement, c'est un bon moyen de développer l'adaptabilité. Je fais juste une micro-parenthèse. Je sais qu'on a un petit problème de caméra, donc on s'est transformé en podcast, ce qui est pas grave. Mais du coup, voilà, on a la magnifique photo de Vincent, ce qui est très bien. Vincent est quelqu'un de formidable. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pas de problème avec le son a priori. Donc voilà, on fait une émission de radio. C'est très bien. Un webinaire, c'est une émission de radio. Ça me va. L'adaptabilité, je pense qu'on va passer sur le prochain pilier, parce que ça fait une bonne transition aussi sur la productivité. Le sujet étant, voilà, on a parlé de gouvernance, on a quelque chose d'assez complexe, parce qu'effectivement, il y a des parties prenantes, il faut prioriser, il y a des enjeux propres à l'équipe produit, mais il y a aussi des enjeux propres au business et à ce qui se passe autour de la stratégie de l'entreprise. L'adaptabilité, on est plus sur un côté managérial humain des équipes. Et donc, quand on regarde tout ça, et déjà ça représente beaucoup de choses pour l'équipe produit de gérer ces deux premiers piliers, comment on fait pour rendre l'équipe productive? Avant que tu répondes, je dis juste une chose. En fait, la productivité, selon moi, elle est importante encore plus fort quand on est, j'imagine, dans un environnement, une boîte comme L'Oréal, dans le sens où on est dans des entreprises qui recherchent la rentabilité. Les équipes produits sont, la plupart des organisations, des centres de coûts. Et donc, voilà, on investit de l'argent sur une équipe qui doit produire du résultat, qui doit produire du résultat rapidement. Donc, c'est une pression supplémentaire. Comment tu arrives à gérer ça? Alors déjà, en termes de productivité, moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'équipe. En 4 ans, on a eu très peu de turnover. Donc, ça veut dire qu'on a tout à l'heure, tu citais les piliers, mais pas que les piliers. On a un maillon fort de l'équipe qui est là depuis 4 ans, qui s'est approprié le programme, qui s'est approprié le produit. On fonctionne... J'allais dire on fonctionne de la même manière depuis 4 ans, mais c'est faux. En fait, on s'est réadapté, on s'est réorganisé, on est devenu plus efficace. Mais c'est aussi cette historique, cette connaissance, cette expertise que nous avons développée tous ensemble. Donc déjà, la productivité, pour moi, elle vient de là. C'est-à-dire qu'on a eu très peu de turnover, donc très peu finalement de nouvelles montées en compétences. Donc peu de temps perdu à gérer et à former les gens. On a aussi, et encore une fois, c'est le cycle des sprints, mais on a des cycles réguliers, donc qui se répètent. D'un cycle à un autre, on devient plus performant parce qu'on a un process qu'on maîtrise, on a des timelines qu'on connaît, les dépendances. Nos acteurs, notamment au niveau des zones, nous suivent parce que, en fait, quand on a établi le process ou la timeline, en fait, on est parti de l'identification du concept jusqu'à le déploiement sur un site live. Donc, déjà, le fait que des choses marchent depuis plusieurs années ne peut être que bénéfique.
parce qu'on ne réinvente pas la roue chaque année, chaque mois, très peu de turnover. Ensuite, on est aussi accompagné de… alors, l'équipe augmente, je ne suis pas en train… Enfin, l'équipe augmente. On a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, notamment des architectes, qui, eux, sont là aussi pour… moi, je les appelle les garde-fous parce que, en fait, en termes de productivité, d'efficacité, de rendu, ils sont aussi là pour faire en sorte que les choses marchent, que notre code, que notre corps modèle soit de qualité. Et finalement, c'est aussi un gain parce qu'en fait, à partir du moment où on a des choses stables, une fondation stable, des piliers, un alignement des équipes, on perd moins de temps à… peut-être même à se parler en fait, à régler des problèmes, parce que des problèmes on en a eu, on a mis des choses en place, et puis on est aussi beaucoup, nous, dans le test and learn. Quand je dis test and learn, c'est-à-dire je pense au fait qu'aujourd'hui il y a un process, aujourd'hui on a des choses définies. Cela ne veut pas dire que dans un mois on ne va pas essayer autre chose parce que entre-temps quelqu'un aura pensé ou à une autre manière de faire, ou suggérer une idée, et du coup, pourquoi pas. Et du coup, là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait une question de Mathieu un peu plus haut sur ça, aujourd'hui, tu es dans un processus où tu expérimentes beaucoup avant de faire passer les sujets dans le delivery, ou est-ce que finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui passent dans le delivery et tu as une logique d'aller chercher vraiment le MVP le plus minimal possible pour réduire les risques de passer du temps à délivrer des choses qui derrière ne fonctionnent pas? Quand c'est une feature très importante, quand c'est un impact assez important, on définit un MVP. On définit en fait quel est finalement le noyau de l'expérience que nous voulons développer et sur lequel en fait nous avons besoin du buy-in des marchés pour justement aller jusqu'au déploiement en live. Mais à côté de ça, derrière, on a aussi tout un panel de requests ou de requirements qui vont arriver au compte-gouttes, mais que, en tout cas pour la partie test, n'est pas nécessaire. Et il y a un peu de logique d'A/B testing. Oui, parce que surtout en fait, quand c'est impactant, quand c'est central, on ne peut pas prendre le risque de déployer quelque chose sans en être sûr. Quand je dis on ne peut pas prendre le risque, je pense surtout aux zones. C'est-à-dire qu'on a 3 zones qui nous suivent, qui ne sont pas forcément, elles, alignées sur la même manière de travailler, mais par rapport en fait à des complexités locales. Donc on doit aussi prendre en compte leurs contraintes, les informer à temps, leur permettre de s'organiser en fonction de l'impact, pour éviter justement de perturber l'activité des uns et des autres et éviter d'impacter leur roadmap, parce qu'ils ont aussi parfois des roadmaps locales, la roadmap globale, et puis ils ont des équipes limitées. Et ce test, il est géré en centrale au milieu du groupe ou il est géré localement par les équipes? Parce que c'est souvent quelque chose de complexe aussi d'arriver à absorber la charge potentiellement dense et d'autant plus dense qu'elle est démultipliée par le nombre de marchés potentiels. Pour faire de l'A/B testing, etc. Alors, en fonction de la feature, en fonction d'où elle provient, donc de la provenance, l'A/B test peut être fait uniquement sur un marché, uniquement sur une zone. Après, c'est vrai qu'on essaye de privilégier au moins un marché par zone pour pouvoir aussi avoir une comparaison entre plusieurs marchés, identifier aussi quelles sont les similitudes, mais quelles doivent être aussi les configurations auxquelles penser et quel est le niveau de flexibilité qu'on doit apporter en fait à chacune de nos features. Ok, très clair. Je vais revenir sur une autre question qui est du coup sur la productivité. Comment on mesure tout ça? Est-ce que finalement c'est la vélocité de l'équipe, sa capacité à avancer vite? Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que c'est finalement on avait prévu de délivrer ça et on a délivré ça et ça marche? Est-ce que c'est plutôt des notions de temps de delivery? On a un temps moyen de delivery de X semaines sur des sujets petits, grands, moyens, etc. Comment tu adresses ça? C'est quoi tes convictions? Alors, je partagerai mes convictions juste après, mais d'abord que tu fasses… Alors aujourd'hui, la question du time to market, toujours aller plus vite, livrer en un temps assez restreint, plus petit à chaque fois, plus vite,
ça trône au-dessus de tout le monde, en fait. Bon, après, dans un contexte comme L'Oréal, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de réfléchir comment réduire son time to market, mais ça peut s'avérer complexe. En tout cas, ça peut s'avérer long pour se mettre en heure de marche parce que ça nécessite aussi que tous les acteurs soient vraiment alignés, aient la capacité de le faire et puissent aussi le faire. Donc ça, c'est un sujet à part. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, nous, le niveau de qualité ou même la productivité, on le mesure, oui, au temps passé, mais surtout finalement au taux d'adoption, au taux de conversion. Est-ce que finalement le besoin initial est conforme à ce que j'ai livré? Est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que ça apporte la solution escomptée? Est-ce que nos marchés sont satisfaits? Est-ce qu'on s'est planté? Mais c'est aussi pour la raison pour laquelle on mettrait, et peut-être que c'est la partie d'après, on est de plus en plus orienté data-driven. Ouais, c'est clair. Du coup, ton point, c'est vraiment de se dire que plus que challenger la capacité de l'équipe à travailler vite, c'est vraiment le fait de dire on a produit quelque chose de bien, qui a le bon niveau de qualité, qui derrière va être adopté et va produire du résultat. Oui, et pourquoi? Parce qu'en fait, si à force de vouloir aller trop vite ou à force de vouloir restreindre l'équipe, on pourrait livrer des choses, même plus vite. C'est toujours possible avec beaucoup moins de ressources ou avec, bref, on peut le faire. Mais est-ce que derrière, en fait, on obtient la qualité souhaitée? J'aurais tendance à dire non. Du coup, mauvaise qualité, insatisfaction des users internes, en tout cas du client interne, parce que c'est aussi important et c'est comme ça qu'on se positionne. Nos clients sont nos marques, nos marchés. Si eux, de prime abord, sont insatisfaits, autant vous dire que le user le sera d'autant plus, voire peut-être ne verra même pas en fait la feature développée puisque le marché ne va jamais l'adopter. Donc la qualité est primordiale. Après, il y a toujours cette histoire de coût et de temps. Mais aujourd'hui, pour nous, la qualité et l'expérience qu'on fournit sont primordiales. C'est intéressant parce que je pense que dans des entreprises, encore une fois, dont le métier premier n'est pas de produire de la tech, il y a ce réflexe normal et aussi un peu historique de dire, en fait, la productivité passe par le fait de travailler vite, d'avoir une cadence un peu industrielle, quoi, tu vois, dans l'idée du schéma un peu de l'usine. Et donc, c'est toujours un peu difficile et un peu challenging d'emmener le top management et les gens dans ces organisations-là pour leur dire, c'est important, vous avez besoin de voir que les choses, entre guillemets, que la rentabilité des gens, de l'équipe, etc., j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, est bonne, mais de les emmener mais ce qui est important, c'est le résultat, quoi. Et donc, c'est d'avoir effectivement quelque chose qui va avoir le bon niveau d'impact. Je refais une boucle vers l'adaptabilité, parce que je pense que le premier vecteur de ça, c'est ce côté vraiment soft skills des équipes et capacité à être en autonomie et à pouvoir aussi se committer derrière l'atteinte d'un résultat, quoi. Oui, mais c'est comme je disais, c'est comment on se positionne, comment on les positionne, comment on crée ce lien, comment on leur laisse aussi un champ d'intervention. Nous, on travaille beaucoup avec des prestataires externes, comme beaucoup, j'imagine, beaucoup d'équipes dans le product management. Moi, j'entends souvent « Oh, ça marche pas avec un tel, oh, celui-ci n'est pas bon, oh, celui-ci a… » Je l'entends, hein, aussi, moi j'ai fait, aujourd'hui je fais pas que du build de produits, donc j'accompagne aussi en fait le build des masters des marques, puis je gère aussi toute la partie rollout en fait, le run en fait, l'enablement de tous nos masters, et pour chaque partie, j'opère avec des prestats différents. On a eu beaucoup pendant un an, j'ai eu énormément de difficultés avec l'un d'entre eux parce qu'on n'arrivait pas à trouver le meilleur des process. On avait un problème de communication, de compréhension. Chaque mois, on arrivait avec un nouveau plan d'action. Puis octobre de cette année, on avait commencé en décembre ou janvier de début d'année. Et puis en octobre, je me souviens très bien, je leur ai dit, écoutez, je pense que c'est le dernier point qu'on fait parce que là, on va sortir de cette réunion avec un énième plan d'action. Si celui-ci marche, on reste ensemble. Si celui-ci ne marche pas, moi j'arrête, je ne peux plus travailler. Mais je me remettais en cause en fait.
me suis dit, je ne dois pas être la bonne personne, il y a un truc qui ne marche pas. Finalement, c'était jackpot parce qu'en fait, c'est vraiment le dernier plan d'action, finalement, l'ultimatum que je me suis fait à moi-même, qui a marché, qui a fonctionné, qu'on a pu après déployer et appliquer et qu'on applique toujours. Mais c'est vrai qu'on a tendance, moi j'ai tendance à entendre ça, sauf qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la faute ou l'erreur, parce que je dirais pas la faute, mais en tout cas, l'erreur est partagée. On est un duo, on a un couple, on a un trio ou un quatuor, peu importe. Mais chacun a sa part de responsabilité. Si je ne suis pas claire et si je ne sais pas ce que j'attends de toi, tu ne sauras pas ce que j'attends de toi. Et tu ne sauras pas quoi faire. Et tu vas faire selon ton interprétation. Et potentiellement, ton interprétation n'est pas celle à laquelle j'ai pensé. Et je ne serai pas contente. Donc en fait, voilà, c'est comment je m'adapte à mon interlocuteur et du coup aussi comment je génère sa productivité, enfin comment j'améliore sa productivité. Bien sûr. Oui, c'est déjà un sujet au-delà de tous les frameworks et de toute la méthode qu'on peut imaginer pour travailler en fait ces aspects liés à la productivité. Je pense que je souligne 2 points qui sont importants. Un, c'est pas qu'un sujet de delivery, c'est un sujet qui va en amont sur de la discovery et en fait au bout du chemin même sur le rollout et la manière dont on emmène vraiment les choses sur le marché. Donc ça va même au-delà un peu des principes d'agilité qu'on connaît. Et puis au-delà de ça, c'est d'abord un sujet de productivité individuelle, d'engagement, et j'aime bien parce que tu remets souvent l'humain au milieu de tout ça, donc c'est très bien. Et encore une fois, l'humain et la place de la personne et ses compétences, presque même plus important que la méthode qui elle, est fondamentale. Oui, elle est fondamentale, mais pour moi, en fait, le product management, je le vois comme un jeu collectif, en fait. Je m'amuse au quotidien. Alors, effectivement, je peux, ceux qui m'écoutent et qui me connaissent, je peux râler énormément. Mais ça reste humain, en fait. On est dans l'émotion, on est dans la passion, on peut être frustré, on peut être content, on peut être satisfait, mais on joue ensemble, en fait. On joue ensemble, alors je suis peut-être le coach de l'équipe ou le meneur de l'équipe, mais pour moi, c'est primordial, en fait. C'est primordial d'avoir une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Et surtout, en fait, ce manager, il est aussi clé dans la productivité de son équipe. Parce que quand un dev est bloqué et qu'il compte sur vous, votre devoir, c'est de faire en sorte de lui faciliter, de lui donner en fait toutes les billes en main pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse aller plus vite, pour qu'il puisse potentiellement prendre plus de sujets versus ceux auxquels il pensait, parce qu'en fait, vous lui avez juste fourni tous les éléments en main pour que lui avance les yeux fermés. Ah, tout à fait. Donc, tout à fait. Le manager, enfin en tout cas le product owner ou head of product, il est central et il doit être sur tous les fronts à tout moment. Mais encore une fois, c'est un personnage qui doit aimer ce qu'il fait parce que sinon, on ne s'en sort pas. C'est un point intéressant. Tout à l'heure, j'évoquais le fait on avait parlé rapidement de l'amélioration continue et de la manière de l'emmener dans les équipes. Je pense que c'est important aussi dans la productivité, elle vient aussi dans la priorisation des sujets, toujours se préserver de la bande passante sur traiter la dette technique, traiter les points d'amélioration continue, etc. Parce que ça crée ça permet de glisser dans le temps ces sujets, ça évite d'avoir des à-coups. Et du coup, ça maintient aussi la productivité de l'équipe là-dessus. On n'aura pas le temps là de rentrer plus en détail là-dessus. Je veux juste qu'on essaye sur les minutes qui restent de parler de la data. Ça, pour le coup, c'est le dada de Converteo, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans ton approche, est-ce que tu as une vraie approche data-driven? Est-ce que la maîtrise de la donnée fait partie de ton mode, pas du tout? Enfin voilà, c'est quoi le prisme que tu as par rapport à ça? Alors, la data est aujourd'hui au cœur de nos décisions. Ça n'était peut-être pas forcément le cas donc il y a 4 ans quand j'ai commencé, même si elle était omniprésente, mais je ne me souviens pas qu'elle ait été aussi importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me demande des évolutions, mais sans forcément connaître la data, je me dis, oh là là, complexité, impact, effort, je sollicite des preuves par la data. Pourquoi vous me demandez en fait de changer ce flow? Qu'est-ce qui ne marche pas? Où est le problème? Parce que potentiellement, parfois, on n'a pas de problème de conversion. Enfin, en tant que feature, hein, on a un souci parce que, j'en sais rien, moi, la configuration est mauvaise, le côté content est mal fait, n'attire pas, mais la fonctionnalité marche en soi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avant même d'entamer des gros changements, on demande en fait à avoir de la data, à comprendre où est le vrai problème.
Et puis, en fait, quand on est convaincu qu'il y a quelque chose à faire, mais encore une fois, en fonction du changement demandé, on procède et on travaille en collaboration étroite avec la team UX. Donc, on définit une phase de UX research, de test user, parfois même de A/B test interne, de A/B test externe. Donc, on définit qui va être le marché porteur de cet A/B test pour qu'une fois parti, on soit convaincu de notre choix. Sinon, à la fin, ça peut être un échec. Et ce ne sera jamais de ma faute, ce sera de la tienne, parce que tu l'as fait, tu as décidé, oui, mais toi, tu ne m'as pas fourni la data, oui, mais bon, à ce moment-là, je n'étais pas au courant qu'il fallait que je te fournisse de la data, etc., etc. Donc, aujourd'hui, voilà, et surtout parce qu'en fait, le programme est assez mature, donc beaucoup de features à exploiter et utiliser. Donc, on est plus dans l'amélioration continue et l'optimisation versus la construction. Et c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, on peut permettre de challenger nos marchés, de challenger nos marques, parce que on veut fournir la meilleure expérience possible, mais surtout répondre à un vrai problème. Et c'est systématique où tu as parfois un peu de place à l'intuition, où il y a un sujet que tu prends sans aller regarder la donnée, parce que tu es convaincu que ça va fonctionner? Non, mais moi, je ne regarde pas souvent la donnée. Hein. Je suis j'avance beaucoup au feeling, j'avance beaucoup à l'instinct. J'ai ma conviction et tu vas confirmer. Oui. Voilà. Et, par contre, effectivement, j'ai aussi cette prudence qui fait que quand je connais l'impact, je dis non. Okay. Je dis non et je suis prête. Je peux bloquer, mais en présentant les choses vraiment alors j'essaye d'être encore une fois dans l'émotion, mais en disant attention, je suis inquiète, j'ai très peu de confiance, ou est-ce que vous avez pensé à tous les impacts que ça va générer derrière? Est-ce qu'on est sûr que... Et là, je liste les principaux stakeholders. Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont au courant et qu'ils s'attendent à ce changement? Voilà. Donc souvent, les gens, à ce moment-là, réagissent et disent ok, on ne va pas aller trop vite, on va prendre le temps avant de nous lancer. Ok, c'est très clair. Je crois qu'il nous reste 4 minutes. J'ai encore une question sur... enfin voilà, tu as répondu en partie là, sur l'usage de la donnée. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à développer au sein de tes équipes de PM et de PO, entre guillemets, leur donner de l'autonomie pour... alors, accéder à la data, c'est une chose, mais en tout cas, aller dans les outils, cruncher eux-mêmes un set de données, faire un peu cet exercice, où c'est quand même très souvent une collaboration avec des équipes data qui sont spécialisées là-dedans, ou des équipes analytics qui ont l'accès à Google Analytics ou autres outils ou Amplitude, voilà, pour faire l'exercice. Alors aujourd'hui, on est très accompagnés. Donc on a des experts en fait dans la data et qui nous accompagnent et qui nous permettent aussi d'obtenir les informations requises. Et à côté de ça, on a également l'ancien directeur de programme qui a développé l'outil de priorisation a aussi mis en place en fait a développé en interne un petit outil d'accès à la data qui est plus simple d'utilisation que finalement aller dans Google Analytics où vous devez avoir un minimum de connaissances et d'expertise pour pouvoir rechercher la bonne information. Là, c'est vraiment un portail finalement qui vous permet, en fonction du site sélectionné du marché, d'obtenir les datas depuis Google Analytics, mais finalement d'obtenir une certaine cartographie des éléments que vous recherchez pour pouvoir vous positionner. Voilà. Mais sinon, de manière générale, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, chaque personne a son expertise, et moi, je préfère me fier en fait à l'expert que j'ai en face de moi pour certains sujets, dont la data. Je comprends. On a un prisme qu'on défend chez Converteo qui est de dire que, en tout cas, à minima, un product manager ou un product owner, ou même un product designer qui aujourd'hui peut avoir de l'impact dans les organisations, doit avoir cette culture data-driven, être capable de comprendre ce que ça veut dire parler de données, parler de data, avoir un peu les basiques aussi, rentrer dans GA et trouver les choses. Mais très intéressant tout ça. Juste peut-être pour terminer, il nous reste 2 minutes sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est quoi tes convictions? On sort un peu du sujet. Je pense qu'il y a des questions. On a répondu à quelques questions qui sont venues au fil de la présentation. Il y en aura peut-être d'autres. Donc, si les uns les autres vous voulez poser des questions, allez-y. L'intelligence artificielle, c'est quoi tes convictions? Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est quelque chose qui va avoir de l'impact sur tes équipes produits? Alors oui, de toute façon, on tend vers de plus en plus d'intelligence artificielle. Après, encore une fois, ça dépend à quel niveau. Ça peut nous apporter énormément ça peut être bénéfique, peut-être pour certaines tâches, en fait, ou pour
aller plus vite à certains niveaux du flow. Mais après, en tant que, est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle pour remplacer l'homme dans certaines tâches, je ne sais pas. Enfin, moi, je reste convaincue que le relationnel et le contact humain est primordial pour avancer dans le product management. L'intelligence artificielle, effectivement, pour opérer sur certaines tâches ou nous aider, par exemple, j'en sais rien, moi, à nous auto-former ou à trouver l'information plus vite, un peu comme ChatGPT, oui, ça peut toujours être bénéfique. Et j'espère que ça le sera, et j'espère que ça le deviendra, parce qu'effectivement, aujourd'hui, peu de personnes prennent le temps d'aller lire une documentation détaillée pour retrouver l'information. Ouais, c'est clair. Je pense que je suis très convaincu du fait que ça va changer beaucoup de choses. Je pense que, notamment sur la gouvernance, je pense qu'on va voir apparaître un tierce, en fait, qui va permettre, entre les éléments de négociation entre l'équipe produit et le métier, qui sera finalement porté par l'IA et qui peut être là pour dire, voilà, moi en tant qu'IA, je pense que le bon arbitrage, c'est celui-là ou celui-là. C'est pas forcément pour ça que ça rendra plus facile les discussions et les négociations sur la priorisation de fonctionnalités, mais je pense qu'il y a des vrais usages qu'on va pouvoir retrouver sur ce genre de choses. C'est un exemple que j'ai donné, mais voilà, écoute, je pense qu'on est arrivé au bout, il est midi, on est just in time. Vraiment désolé pour cette histoire de caméra. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, j'espère que ce fut intéressant. Merci Mladenka pour ton partage. Merci à toi David, merci à tous. Et puis voilà, je pense que si les uns et les autres ont des questions, je pense qu'on est, et Mladenka et moi, dispo sur LinkedIn aussi pour y répondre. Donc voilà, très bonne journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup.